Bonsoir, Hello. salut à Salut, tous. salut. Alors on fait littéralement un direct improvisé. Alors on va partager ce direct tout de suite maintenant sur nos profils. Donc Ouais, vous inquiétez pas. Alors on est en ça va concurrence arriver. avec Amine Lamour Bariki qui est en train de faire un live avec sa femme. C'est assez drôle. Si Ils vous arrivez, s'engueulent. ils sont en train de s'engueuler. On va partager ce petit live rapidement et puis on va être à vous. On va parler de choses super intéressantes aujourd'hui, ce soir, vendredi soir. Vous devez vous dire mais ils sont fous ces mecs. Qu'est-ce qu'ils font ça maintenant? Bon, on s'est dit, voilà, on allait se faire un petit live, un petit direct Exactement. improvisé avec Frédéric Canvet, qui est le boss de conseilmarketing.fr. Je vous invite à Yeah. consulter. Je vous demande un tout petit instant le temps de partager le live sur les différents profils de réseaux sociaux et on va démarrer dans quelques secondes. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? C'est très important, dites-le nous. Hop là, je publie un statut sur mon profil. C'est bon, ça a été partagé de votre côté, les gars? Ouais, ben là, c'est en train de charger. C'est en train de charger, on partage en direct pour parler d'entrepreneuriat. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Dites-le nous en commentaire. On va ce soir partager un petit peu nos expériences. On va essayer de discuter avec vous. Ouais. Et puis si vous avez des questions, on va y répondre avec grand plaisir parce que c'est notre job finalement, Fred. On est d'accord? Ah, ouais. Est-ce que tu pourrais dire ça? Ah ben en fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est en fait, quelles seraient les choses en fait que tu aurais aimé savoir lorsque tu as monté ton business pour la première fois. Si tu avais eu quelqu'un que tu avais rencontré lors d'une soirée qui t'avait dit, tiens Rémi, voilà, je sais que tu vas monter un business, voilà mes 5 conseils que je te donnerais, en fait, qui seront tirés un peu des erreurs que tu as fait au départ, en fait. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a, je dirais, le premier point qui est vraiment extrêmement important, c'est le problème de cible, en fait. C'est-à-dire qu'au début, on a envie de toucher un peu tout le monde, on a envie de faire plein de choses. Du coup, on fait beaucoup de bêtises par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de client idéal, on n'a pas vraiment de cible établie. On fait littéralement, on fait du fun, quoi, j'ai envie de dire. En fait, c'est ce que j'aime bien. Il y a un entrepreneur américain qui est passionnant là-dessus, qui s'appelle Kevin O'Leary, qui est également, qui est également dans une émission qui est fabuleuse, qui s'appelle le Shark Tank, et qui dit, quand il voit des gens qui sont un peu perdus comme ça dans leur business, il leur dit, mais c'est pas un business, c'est une passion, c'est juste un truc fun que vous avez le soir, mais c'est pas une entreprise, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il faut savoir transformer, entre guillemets, parfois un blog en un vrai business, en acceptant de facturer déjà, c'est une première chose. Exact. D'accepter de toucher de l'argent pour ses services, ce qui est parfois pas évident, je sais, pour certaines personnes. C'est ça. Et monter un vrai business, dire, pas faire juste, gagner vraiment de l'argent, quoi, pas devenir esclave de son boulot. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Alors qu'est-ce que tu justement t'as fait qu'est-ce que tu as mis en place pour éviter cela, pour passer en fait d'une envie, d'une idée à quelque chose qui te rapporte et qui te fait gagner de l'argent correctement? Parce que c'est vrai que c'est facile de gagner un peu d'argent, mais gagner correctement sa vie, c'est souvent en fait une gageure. C'est souvent une gageure, effectivement. En fait, au début, je pense que c'est les premières étapes qui comptent parce que en réalité, on se fait souvent une montagne de l'entrepreneuriat. C'est vrai que c'est difficile, hein, je suis pas en train de dire que c'est facile et que tout est beau, tout est rose. Mais en fait, il y a un moment où souvent, en tout cas quand ça fonctionne, on a vraiment un déclic, on se dit, ça y est, j'ai trouvé le truc qui fait que je suis différent des autres. Pardon? Que ça va marcher, quoi. Ouais, que ça va marcher, que j'ai trouvé mon truc. Alors moi, c'est un petit peu problématique aujourd'hui parce que je suis un peu le cul entre deux chaises, entre guillemets, vous me passerez l'expression. C'est-à-dire que jusqu'à présent et depuis maintenant presque 13 ans, j'accompagne les entreprises en tant que prestataire de services. Et j'ai beaucoup aimé ça, je continue d'aimer ça, mais je commence à me lasser un petit peu, j'ai envie de faire autre chose. Et c'est pour ça que progressivement, je suis en train de changer de business model sur montezsonbusiness.com. Jusqu'à présent, donc c'était vraiment un peu mon bras armé communication, c'est-à-dire que les gens venaient sur mon blog parce que j'avais publié plein de contenus, des vidéos, des choses super intéressantes. Du coup, ils trouvaient ça pas mal. Et du coup, derrière, ce qu'ils faisaient, c'est que ils me contactaient et je faisais du business avec eux. Mais au fil du temps, cette année, j'aimerais changer de business model. J'aimerais passer à quelque chose qui me plaît plus, c'est-à-dire vendre des produits d'information, des livres, des vidéos, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que j'adore partager, j'adore échanger, j'adore donner ce que j'ai appris, redonner ce que j'ai appris à d'autres gens. C'est un petit peu ce que font les startups en disant il faut un business scalable. C'est-à-dire que là, tu étais dans un business de service, c'est-à-dire que tu étais limité à ton temps. Je suis limité dans le temps, je suis limité dans plein de choses. Alors tu peux augmenter tes prix, comme on dit, mais au bout d'un moment, on arrive à une limite. On arrive à un plafond. Et donc, vendre des produits d'information, ça permet de gagner des revenus sans forcément y passer son temps. Exactement. Et ça permet peut-être aussi de faire des choses différentes et peut-être de sous-traiter une partie. Alors moi, je sous-traiterais pas, honnêtement, avec toi, pour être honnête avec toi, parce que j'apprécie énormément cette relation avec le client, ce service client, c'est quelque chose qui me passionne par-dessus tout. Et si j'avais des centaines, des milliers de personnes qui décidaient d'acheter mes produits, mes services, etc., de cette manière-là, donc de manière numérique,
je serais très content de pouvoir être derrière pour aller plus loin, identifier, parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, et ça tu l'as sûrement remarqué dans ton boulot aussi. Donc d'ailleurs, Fred Calvet, si vous ne connaissez pas, fondateur de conseilmarketing.fr, un très beau blog qui est génial, et plein d'autres activités d'ailleurs. On va pas toutes les citer, sinon on en a pour 1h30, donc on va laisser tomber. En plus, on a un appareil photo qui nous filme en même temps, qui a que 20 minutes. C'est l'interview, mais on le refera. Voilà, on verra plus tard. Donc, mais oui, pardon, du coup j'ai perdu le fil. Donc c'est important pour toi d'avoir une gamme de produits importante. Et donc ta gamme de produits, je pense que tu auras un produit d'appel, tu auras un produit premium, tu auras le coaching après derrière en plus haut, tu auras peut-être aussi un produit récurrent, genre un autre produit par mois. Donc je pense que c'est un peu les structures habituelles qu'on. C'est ça. Et ce que je voulais dire, et du coup ça y est, ça me revient, excuse-moi, c'est aussi, salut Jonathan, merci d'être là pour le live. N'hésite pas à partager, à mettre un petit pouce bleu, si ça te plaît. On dirait un vrai youtubeur là. Mais levez un petit pouce bleu si vous aimez. Non, ce que je disais, c'est que c'était très important d'être au contact des clients, parce que des fois, il y a les entrepreneurs qui font cette erreur majeure de se dire, je vends du produit ou du service, c'est super, voilà, et puis débrouillez-vous. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a une valeur énorme à rester au contact du client, parce que vous allez identifier les problématiques qu'il a et que vous pourriez du coup régler plus tard, et donc créer de nouveaux produits, et donc développer encore votre activité. Et ça, c'est du gagnant-gagnant, parce que vous gagnez plus d'argent, vous vous faites plaisir, et vous faites plaisir à votre client. Que demande le peuple? Ouais. Alors moi, sur les produits d'information, je donnerais un conseil que je trouve qui est assez important, c'est essayer de réduire le scope de son produit. Parfois, on essaye de faire l'encyclopédie dans son secteur d'activité, les gens veulent une méthode. La deuxième chose, c'est essayer de faire un produit qui soit assez intemporel. Moi, ça m'est arrivé pendant un bon moment de faire des produits sur les médias sociaux, Twitter, Facebook. Et comme ça bouge à une vitesse folle, tu te retrouves tous les 6 mois. Et encore, t'es gentil tous les 6 mois. Regarde là, en un mois, Facebook a annoncé Instant Articles vraiment pour tout le monde, a annoncé le Facebook Live, et commence à annoncer moteur de recherche vidéo. Enfin, je veux dire, à un moment, comment tu veux suivre, quoi? C'est pas possible. Non, ça devient hyper compliqué. Et c'est vrai que Facebook, ça devient pour moi, Facebook devient un vrai média à part, tout autant que Google et AdWords. Il devient hégémonique surtout. Hégémonique. Moi, honnêtement, si j'étais dans l'équipe dirigeante de Google, je commencerais vraiment à me poser des questions sur l'avenir de ma boîte, en tout cas sur l'avenir. Alors, pas sur l'avenir de Google en général, parce qu'on sait qu'ils ont créé une structure qui s'appelle Alphabet, où ils ont des centaines d'entreprises et ils travaillent dans plein de domaines différents, notamment la robotique. Mais sur le business de base, c'est-à-dire le moteur de recherche et surtout la plateforme de publicité AdWords, moi je me poserais beaucoup de questions et je commencerais à flipper. D'ailleurs, on le sent qu'il y a quelques réactions suite au lancement de Facebook Live qui montrent que Google commence à se poser quelques questions. Il y avait Google Hangout, moi je l'ai utilisé plusieurs fois, mais c'est vrai que comme il n'y avait pas de communauté, tu pouvais enregistrer, tu pouvais broadcaster, mais ça t'apportait peu de valeur. Et puis surtout, c'était la voix sur IP, la qualité parfois un petit peu mauvaise. C'est vrai. Donc Google Hangout, j'avais essayé au départ, mais ensuite c'était à peu près tout. Ouais, bah là ils ont annoncé. Excusez-moi, je regarde également mon téléphone parce que je sais qu'il y a des fois des commentaires sur mon profil perso. C'est pas que je snob Frédéric ou vous. Hein. C'est juste que je sais que des fois, voilà, Facebook Live c'est une fonctionnalité qui est toute récente, donc il y a encore quelques bugs, même si c'est absolument génial. On est en train de littéralement s'éclater. Bah surtout, c'est bien parce que ça permet d'être proche de sa communauté. Et c'est un petit peu ce que ne permettait pas de faire Google Hangout, parce que les gens, il fallait qu'ils viennent, qu'ils s'inscrivent, qu'ils soient là. Exact. Et que sur Facebook, tu peux être là sur ton smartphone, sur ta tablette, et surtout, tu es averti. Et c'est vraiment ce qui fait la grosse différence. Et Google+, l'erreur de Google+, c'est que ça n'a jamais été une communauté vivante. Mais en plus, il y a un autre sujet qui est très important, je pense, là-dessus, c'est que quand tu regardes les chiffres, en fait, les gens passent très peu de temps sur Google. Parce que, alors ils passent beaucoup de temps peut-être sur Gmail, sur Google Calendar, sur Google Docs, etc. Mais encore, ils n'ont pas du tout développé cette partie-là, je trouve, au niveau business. Ça, c'est un autre point. Mais aujourd'hui, les gens, ils passent peut-être 6 à 8 heures par jour sur Facebook. Alors, bien sûr, en entrecoupé, hein, ils sont au travail, ils sont je ne sais où. Et ils vont passer peut-être un quart d'heure, 20 minutes à faire des recherches sur Google. Pour rechercher un site pour ensuite repartir, revenir. Exactement. Voilà. Donc ça veut dire que toi, tu appuies sur ton bouton Rec, live, et puis tout de suite, tu arrives dans le mur des gens. Alors là, on est vendredi soir, c'est un live improvisé, on sait qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Mais ce matin, j'ai fait un live avec Thomas Gazio, c'était extraordinaire. On avait plus de 60 personnes ici sur Facebook et 40 sur une autre plateforme qui s'appelle Webikeo. Et avec très peu de publicité, et finalement, voilà, je sens que si on prépare bien les choses, on a des petits pouces bleus. Je sais pas si tu as vu, il y a un pouce bleu qui est parti là, c'est génial, les animations qu'ils ont fait. Bah, c'est un petit peu comme Blab aussi, qui est une autre plateforme live. Et c'est vrai que ça m'arrange, je l'ai fait une fois. Et en fait, les gens peuvent faire wouh! Exactement. C'est assez génial. Ce qui est bien, c'est qu'il y a l'interaction qui manquait dans Google Hangout, qui était vraiment du broadcasting pur Tout à fait. Si on revenait sur le sujet de l'entrepreneuriat, peut-être. Donc tu me disais, la première erreur à ne pas commettre, c'est essayer, enfin, si tu pouvais refaire ton business, c'est essayer de passer
faire du business de service, oui, mais également d'avoir un business scalable, c'est-à-dire que ça c'était le deuxième point. Le premier point c'était le problème de cible. Tu sais, j'étais trop généraliste. C'était le deuxième point. Le troisième point, ça serait aie moins peur, vas-y en fait, parce qu'au début, alors, je suis pas quelqu'un qui a trop peur des choses en général, mais regarde, on voit les petits pouces qui passent. Salut El Mucho Manus Sagaz, la bière. J'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être là. Ouais, c'est cette peur en fait. D'ailleurs, j'en ai parlé dans le MSB Show de lundi, le MSB Show numéro 50, les doutes et les peurs. Regarde tous les plus qui c'est génial. Ding, ding, ding. Il neige. Il neige sur nos écrans. Il neige sur nos écrans. Merci à vous. Et c'est vraiment génial parce que du coup, voilà, cette histoire de doute et de peur, en fait, on a des peurs irrationnelles à cause de notre cerveau. En fait, d'ailleurs, tu étais là à la conférence samedi. On a parlé du cerveau primaire, du cerveau comment on appelle ça? Reptilien, merci. Qui vous crée du coup des peurs complètement inconsidérées. Et c'est exactement ça pour l'entrepreneuriat et c'est le cas de beaucoup de personnes. Elles ont une peur bleue de se lancer parce qu'on leur a dit des choses, parce qu'elles ont entendu des choses et du coup, elles y vont pas. Allez-y. Bonne journée de la Terre. Waouh. Oui, bonne journée de la Terre. Yeah. Oui, donc en fait, c'est vrai qu'il faut distinguer les différents types de personnes. C'est les personnes qui vous veulent du bien et qui préfèrent en fait vous dire mais tu devrais choisir une vie plus tranquille, etc. Ce que tu nous avais dit. Après, il y a le deuxième type de personnes, les gens qui sont eux des experts et qui vous donnent des conseils et que là il faut écouter. Donc c'est vraiment cette différence-là. Il y a deux types de personnes. Les gens qui ont l'expérience et qui veulent vous aider et il faut découvrir vraiment les identifier. Les autres, en fait, qui ont peur pour vous et qui essayent de vous protéger. Exact. De toute façon, je disais d'ailleurs aussi dans cette conférence, c'est important, si vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, ne commencez pas par le dire à votre mère, parce qu'en fait, ça va sûrement mal se passer. Elle va sûrement vous mettre plus bas que terre, et c'est pas parce qu'elle est méchante avec vous, c'est parce qu'elle a peur pour vous, sauf si elle a été entrepreneuse elle-même et si elle comprend l'entrepreneuriat, mais en principe, c'est pas le cas de la plupart des personnes, puisqu'on est finalement... Je pense qu'il y a largement une minorité d'entrepreneurs dans tous les pays, et notamment en France. Donc, allez plutôt demander des conseils et des choses de ce type à aller parler de ça à des gens qui ont déjà fait de l'entrepreneuriat. Ils vont peut-être aussi vous dire qu'il y a des choses terribles, horribles, chiantes, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais en principe, ils l'ont fait, ils savent à peu près de quoi ils parlent. Donc il y a des choses à récupérer d'eux. Peut-être pas tout, mais il y a des choses intéressantes à récupérer. Alors si on parle maintenant après d'idées et de disruption, juste avant d'y passer, on voit par exemple dans le domaine du business plan, il y a encore quelques années, un business plan c'était sur Excel ou sur un logiciel et c'était très cadré, très sérieux, qui permet de réfléchir à son idée. Et il y a eu de la disruption également dans le domaine du business plan parce qu'avec le visual business plan où en fait on a une image avec ses différents canaux, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus visuel. Et on peut voir que même dans un domaine qui est quand même assez classique, le business plan est en train d'être révolutionné. On parle du one-page business plan. Alors, il y a une tendance qui est à simplifier les choses. Les gens veulent de la simplicité, veulent du ils coaching, ont plus le temps à perdre. Voilà. Alors, donc, le business plan, faut-il en faire ou pas? Et après, derrière, on parlera de business plan. De disruption plutôt. Je dirais que ça dépend en fait. J'ai un exemple qui me vient là parce que je l'ai vu hier en live. Alors il y a Jonathan qui me dit que je fais peut-être trop de live. Désolé Jonathan, moi je pense qu'au contraire il faut continuer d'en faire et c'est maintenant qu'il faut en faire. Et là c'est un live improvisé. Ouais. Alors la réflexion qu'on était en train de se faire avant, je disais que Rémi allait peut-être devenir le YouTuber professionnel, un petit peu le Cyprien ou le Norman du business. Mais c'est vrai qu'avec, quand il disait, levez votre petit pouce bleu, vous pouvez le faire hein, si vous appréciez le Norman du business. Mais c'est vrai que c'est le moment. Ouais. Je pense qu'il y a une place à prendre au niveau du Facebook Live. Et quand je t'ai Mais dit tu as raison, Jonathan. Hein. Là, on fait des tests, c'est juste pour s'amuser. On est vendredi soir, et je pense qu'on va essayer quand même de partager du très bon contenu ce soir. Donc tu nous diras si ça t'a quand même plu. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que je suis en train de faire des tests aujourd'hui et que j'ai décidé de toute façon de faire un live par semaine à terme. Ça sera le samedi. Donc oui, tu as tout à fait raison. Mais on va arrêter cette petite parenthèse. Merci en tout cas pour ton retour. Quand il y a une nouvelle tendance, un nouveau business qui arrive, comme là le Facebook Live, il faut être là pour prendre la vague et être dans les premiers. Les youtubeurs, ils étaient là au départ et ils ont réussi à prendre une place. Le SEO, s'il était là au départ, tu prends une place. Exact. Et toi, tu pourrais devenir facilement le Norman. On verra, on n'en est pas là. C'est ça qui est important quand on a une boîte, un business, c'est faire des allégories. Dire que tu es le Norman du business, ça donne tout de suite. J'aurais préféré le Michael Jackson du business, tu vois. Ouais. J'aime beaucoup Norman, attention, je critique pas Norman. Bon, on verra plus tard. Mais en fait, il faut vraiment marquer une image. Par exemple, tous les gens me disent, mais SlideShare, c'est quoi? Je dis, SlideShare, c'est le YouTube des PowerPoint. Exact. Et tous les gens, ils comprennent tout de suite. Ah ouais, d'accord, c'est ça. C'est le Norman du business. Écoute, on va peut-être garder cette idée-là, alors. Même si ça fait un peu prétentieux.
Donc alors, on était Oui, le donc le business plan, moi, le faire, ne pas le faire, passer du temps, Voilà. pas passer Ça du temps. dépend des cas, en fait. J'ai un exemple qui est particulier que je voulais partager avec vous ce soir, qui est assez extraordinaire sur ce sujet précis. C'est Loïc Lemeur, un Français qui est installé à San Francisco depuis 10 ans maintenant, qui lance un nouveau projet de start-up. Ce mec est incroyable, hein, il a créé des trucs des trucs géniaux, pardon, je vais y arriver. Je suis un peu fatigué ce soir. Il a notamment créé la conférence Le Web, qui est l'une des plus belles conférences internationales qui avait lieu à Paris tous les ans. Malheureusement, elle va s'arrêter. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs en live récemment. Mais par contre, il arrive avec un nouveau projet. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a partagé avec nous hier ce qu'on appelle son pitch deck. Le pitch deck, si vous savez pas ce que c'est en fait ce qu'on fait quand on veut lever de l'argent, quand on est une start-up. On fait une présentation souvent sous PowerPoint ou sur Keynote si on est sur Mac, pour aller présenter notre projet, pour aller pitcher ça devant les investisseurs. Pitcher, c'est présenter son projet. Et habituellement, il y a une structure basique qui dit il faut parler de la finance, du marché, de l'équipe. Tu sais, t'as un truc assez classique, il y a un consensus là-dessus, une sorte de canevas, une sorte de template. Voilà. Et ben lui, il a dit, moi je déteste les pitch decks, j'ai pas envie de faire ça, ça me gonfle. Donc il a dit, moi j'ai beaucoup travaillé sur un texte de 10 lignes que j'envoie aux investisseurs. Et j'ai levé de l'argent avec ça. Alors bien entendu, vous allez peut-être me dire, oui, mais Loïc Lemeur, c'est quand même quelqu'un qui a un réseau incroyable, il peut se permettre ce genre de choses. Je pense que oui, mais je pense aussi que intrinsèquement, si tout le monde fait la même chose, et si vous voulez vous démarquer, si vous voulez vraiment avoir un impact, il y a peut-être un moment où il va falloir se poser la question de faire les choses différemment. Bah, je te donne un exemple. Il y a quelques mois de cela, donc on cherchait un stagiaire, et donc on a passé une annonce comme d'hab, et puis on a reçu des CV par email, mais bon, en voiture, voilà. Et il y a un gars qui nous a envoyé un CV en une page imprimé, avec un papier cartonné, avec une belle mise en forme. Il était découpé, tout ça. Et on s'est dit, putain, ce gars-là, il a tout compris au marketing. C'est ça. Et c'est celui-là qu'on a pris. C'est normal. Parce qu'il s'est distingué. Il faut se dire. J'ai un autre exemple, je ne sais pas si tu l'as vu excuse-moi de te couper, dans le recrutement. C'est un mec qui a 2 ans ou 3 ans, qui voulait absolument travailler chez Google, mais il n'arrivait pas à passer par le système traditionnel. C'est-à-dire qu'il se faisait, tu sais, il y a 8 ou 9 entretiens, enfin, il se faisait tout le temps squeezer, quoi. Et il avait fait une vidéo, je me rappellerai toujours cette vidéo, il est au coin du feu, il a une moustache, il s'est mis une moustache et tout, avec une pipe et tout ça. Il commence à parler et la vidéo a fait un buzz incroyable. Finalement, il a signé chez Facebook, je crois. C'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'il a eu des offres de toutes les boîtes, puis il a choisi la meilleure au final. Ouais. Voilà. Donc se distinguer, c'est super important parce que si vous faites comme tous les autres, bah, vous n'arriverez pas à sortir de la masse. Et c'est pour ça que généralement, quand on est une petite entreprise, un entrepreneur, on arrive à faire mieux parce qu'on fait des choses, on ose casser les codes. C'est ça. Bah oui, parce qu'on n'a pas grand-chose à perdre en fait. Alors qu'une grande boîte, elle a une image, elle a une charte graphique, elle a ceci ou cela. Elle est bloquée dans un carcan souvent parce que tu regardes pourquoi les grandes entreprises aujourd'hui se font disrupter. Parce que tu as des process, des validations, tu es obligé de faire des réunions, puis les gens ils disent ah ouais mais ça va changer nos habitudes de travail, et tuer la poule aux œufs d'or c'est toujours compliqué. Tandis que si tu n'as pas de poule, bah forcément tu oses le faire. Je donnais l'exemple la dernière fois, c'était Xavier Niel qui avait lancé le turbophone qui piratait les conversations sur Oula et compagnie, et il les ramenait sur son propre serveur olé olé. Incroyable. Et donc il avait fait ça. Quel job au début a aspiré tous les sites d'emploi pour faire leur méga site d'emploi. Tu peux également citer Weekendesk, Pierre-Edouard Serrin que je connaissais à l'époque, on était dans une start-up en même temps. Et donc c'était assez marrant parce que après donc avoir monté un site d'e-commerce de logiciels, il s'est dit qu'est-ce que je vais faire. Il a essayé de bosser dans une boîte d'affiliation, puis ça ne lui a pas plu. Et donc, il est parti en Belgique et il a créé une boîte en Belgique parce que la législation était plus adaptée pour vendre ces fameux coffrets Weekendesk, Wonderbox maintenant en boîte. Et moi, à l'époque, quand il m'a dit ça, il m'a dit ouais, je vais vendre des vacances en boîte. Je me dis mais attends, mais t'es malade, ça ne marchera jamais. Ah oui. Et là, ça vaut. On a vu ce que ça a donné. Ouais. Ça vaut 300 millions à peu près. Voilà, c'est ça. Alors tu vois, par rapport à la disruption, ce qui est intéressant, et c'est là qu'on voit que les grandes entreprises ont véritablement des pieds d'argile. J'ai des fois des entrepreneurs qui me disent, pardon, je vais pas aller sur ce marché parce que il y a des trop gros, c'est impossible de les bouger. Et en fait, c'est souvent dans ces marchés-là que c'est le plus facile, entre guillemets. Pourquoi? Parce que déjà, vous êtes sûr qu'il y a des clients pour payer. Et j'ai l'exemple d'Accor Hôtel. Accor Hôtel, un des plus grands groupes hôteliers au monde, dirigé par un Français, qui en fait explique que ce PDG à un moment, il parle à ses employés, il leur dit voilà, Airbnb et Booking, etc. sont en train de nous fracasser littéralement parce qu'ils nous font perdre de l'argent. Si on continue de faire l'autruche, c'est-à-dire si on continue de faire croire que tout va bien, qu'on est en pleine forme, etc., on va dans le mur. Et on voit comme des nouveaux acteurs arrivent sur les marchés, cassent des monopoles ou cassent des très grandes entreprises parce qu'elles sont
capables de bouger vite, d'aller très très vite, alors que les gros mastodontes, ils ont du mal à se mouvoir. Ils ont souvent beaucoup d'employés, ils ont plein de process, ils sont bloqués et le temps de réagir, eh ben, des fois, c'est déjà trop tard. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas facile, mais pour les grandes entreprises, mais pour les petits entrepreneurs, c'est facile parce qu'en fait, il y a plusieurs moyens. En fait, il faut se dire qu'est-ce qui change dans mon environnement économique et comment je peux le mettre en place. On voit tout de suite la mobilité, les médias sociaux par exemple. Hein, la mobilité, c'est essentiel. Pourquoi la mobilité? Parce que la mobilité, tu peux avoir, je sais pas si tu es fan d'Iron Man ou pas, mais dans Iron Man, si tu regardes, je crois que c'est le premier ou deuxième épisode, premier, où tu vois en fait dans le désert, il se fait enlever tout ça, et puis il dit ouais, moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait du tout. J'ai juste pris le business de mon père et j'ai tout miniaturisé parce que tout devient de plus en plus petit. Et son armure, c'est grosso modo des missiles que tu mets de répétition en taille. Ben pareil, là-dedans en fait, ce téléphone-là, c'est un ordinateur en fait. Ah oui, oui. Et donc, tu te rends compte qu'on a plus de technologie là-dedans que dans la fusée Apollo qui a amené les gens sur la Lune. Exactement. Donc, il faut dire qu'est-ce qui a changé. Et donc, un ordinateur, ok, c'est bien dans sa poche, mais ça apporte des choses en plus. Ça apporte le temps réel. Ça apporte en fait de pouvoir avoir une météo d'information. Et donc, c'est là qu'il faut se dire comment je vais pouvoir révolutionner. Alors, l'exemple d'Accor était excellent, puisqu'en fait, j'ai rencontré il y a quelques années les fondateurs de Verilas Room. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réfléchi, qu'est-ce qui a changé dans le business? Et qu'est-ce que veulent les gens? Et en fait, ils ont créé un système sur mobile, des systèmes de location low cost à la dernière minute. Et en fait, qu'est-ce qu'ils se disent? Ok, maintenant, les gens, ils peuvent se retrouver le soir et dire où je vais loger. Il y a une telle profusion de choix. Et donc, ils sont capables ou des fois pas de choix, ou des fois ils savent pas où aller. Ouais. Et du coup, ils sortent l'application, ils voient tout de suite les super remises. Et c'est génial parce que tout le monde est gagnant dans l'histoire. Parce que l'hôtelier qui a pas rempli son hôtel, il préfère vendre une place à 50%. Excusez-nous, parce qu'on a deux caméras, il faut qu'il aille allumer. Voilà. Donc en fait, voilà, tout le monde est gagnant parce que l'hôtelier, il préfère vendre une place dans son hôtel à moins 50% plutôt que de ne pas avoir de client du tout. Ah, le problème dans l'hôtellerie, c'est ça, c'est le remplissage. Le remplissage est très important. Et puis le client, lui, il a un super prix, il a une solution tout de suite à son problème. Et puis évidemment, Verilas Room qui prend son pourcentage. Je veux dire, qui est perdant dans cette situation? Le meilleur business model qui existe au monde, c'est l'intermédiation. C'est-à-dire que tu ne vends pas, mais tu te mets entre les personnes et tu touches une commission. S'il y a un business model qui est vraiment excellent, c'est celui-ci. Et donc pour la mobilité, s'il y a une chose importante à retenir, et c'est vrai que moi je suis en train de beaucoup penser à ça parce que là on vient de racheter dans la boîte où je travaille une application. C'est une application qui faisait 400 000 euros de chiffre d'affaires ou quelque chose comme ça, et le prix d'achat était bien supérieur. Je me dis merde, ils sont 6 personnes, leur application est relativement simple, et pourtant ils sont faits. Je pense. Tu peux en parler? Tu peux dire ce que c'est? Oui, c'est une application de gamification, c'est-à-dire que là encore une fois, c'est une application mobile très simple. C'est se dire que les commerciaux, tu fais des challenges commerciaux quand tu as une équipe. Mais donc si tu as une équipe de commerciaux qui vont vendre tes produits, tes services, tu peux créer un jeu qui va les motiver à se. Exactement. À être ils peuvent s'envoyer des messages, génial, ils peuvent en fait avoir des bon. récompenses. Tu peux envoyer des petits messages entre eux. Et c'est là que tu dis merde, c'est quelque chose de tout con. Et c'est vrai que les challenges commerciaux, tu vois bien que ça marche jamais hyper bien. C'est toujours un petit peu, les gens sont pas interactifs, ou alors ils ont les infos un peu de manière régulière. Donc, faut se dire ça, c'est que la mobilité, c'est généralement un besoin simple. Il faut surtout pas faire une application qui répond à beaucoup de besoins. C'est un besoin simple en mobilité qui répond à un problème avec une ergonomie spéciale. C'est ça. C'est pas une application qui fait tout. Il faut se dire, je fais un besoin. C'est marrant ce que tu dis parce qu'on parle des conseils que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Il y a celui-là en fait. C'est-à-dire que ça revient un peu au premier point qu'on avait dit tout à l'heure. C'est qu'on a envie de tout faire. On a envie de faire souvent. Je rencontre des entrepreneurs tous les jours ou presque. Et à chaque fois, ils veulent créer la plateforme avec plein de fonctionnalités, ils veulent créer le produit qui est capable de régler tous les problèmes. Ouais. Et au final, ils trouvent jamais leur marché parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est souvent, alors, il y a des contre-exemples, bien entendu. On l'a vu tout à l'heure, un téléphone maintenant est capable de tout faire, mais il y a quelques contre-exemples. Mais souvent, le produit qu'on va adorer, c'est le produit qui fait une chose parfaitement. Et on est capable aujourd'hui dans nos sociétés d'acheter plusieurs produits, puisqu'on a quand même un pouvoir d'achat normalement. Donc on est capable d'avoir un produit pour chaque fonctionnalité. Et voilà, quand tu regardes le matériel qu'on a ici autour de nous, on a un iPad qui nous filme avec un trépied, on a nos iPhones, enfin ton Samsung et mon iPhone, on a 3 micros ici. Il n'y a pas un produit qui fait tout. On est bien d'accord. Il y a des gens qui sont spécialistes dans le son, dans le micro. Tu vois, si tu regardes un petit peu les boîtes qui se lancent actuellement sur Kickstarter et qui marchent bien, et que tu vois, c'est beaucoup de boîtes en fait qui répondent à un besoin spécifique. Par exemple, il y a beaucoup de valoches. Juste un petit point. Kickstarter, c'est une plateforme qui vous permet de facilement financer des produits de manière participative. Voilà.
Et ça s'est lancé en France il y a 6 mois, 9 mois. Ouais, il y a des concurrents français qui sont déjà là. Ouais. Et c'est un excellent moyen de pouvoir tester votre idée. Moi, par exemple, j'ai un de mes collègues de bureau qui a lancé en fait, c'était NeuroSwing, c'est son beau-père qui travaillait depuis longtemps sur l'idée, et il a testé l'idée, retesté l'idée avec un brevet, etc., sur NeuroSwing. Et il s'est dit, tiens, est-ce que je peux vendre? Et il a essayé de vendre. Il a même adressé un marché mondial, c'est-à-dire qu'il s'est pas adressé uniquement à la France, mais bon, qu'il a créé une vidéo, il a fait un site internet, il a fait des relations presse et tout ça. Et il a vu des précommandes. Et après, ça te permet de voir, est-ce que je vais le lancer ou pas? Et c'est grâce à ça qu'il a en fait trouvé des distributeurs. C'est génial. Ça teste son idée, ça permet de fonctionner. Et lui, donc son truc, son idée, c'était pas de révolutionner avec NeuroSwing le golf. Ce qu'il faisait, c'est qu'il s'adressait à un besoin. C'est-à-dire qu'il me disait bien, quand on est un pro du golf, lorsqu'on fait beaucoup de practice, en fait, on se baisse, on change on remet sur le tee la balle et tout ça, et en fait, tu perds ta concentration. Donc, son petit système, c'était, j'appuie sur un bouton et la balle tombe, et boum, t'évites cet aspect des concentrations-là. Donc, c'est un micro-besoin super simple, mais si tu as le bon pitch et si tu as vraiment le design, bam, ça peut marcher. C'est marrant ce que tu dis sur le crowdfunding. Je voulais partager une petite expérience que j'ai eue il y a 1 an à peu près avec ma compagne, la Fée Corsetée, qui fabrique des robes de mariée sur mesure et des corsets. Et elle voulait absolument créer un sac innovant. Innovant pas au niveau technologique du terme, mais au niveau praticité et surtout au niveau des produits utilisés. On voulait pas de cuir, on voulait pas de produits bizarres, on voulait du lin. Pourquoi? Parce que le lin, c'est un produit naturel et il faut savoir que la France est le premier producteur de lin au monde. Il faut le savoir. On le sait pas toujours. Donc, en fait, ce qu'on a voulu faire, elle avait cette idée-là, et elle s'est dit, plutôt que de lancer ce produit et de voir si ça marche, on va plutôt faire une campagne de financement participatif qui va nous permettre, encore une fois, de tester notre idée. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait. On a proposé le produit d'abord à la communauté, qui nous a dit ce qu'elle aimait, ce qu'elle aimait moins. On a adapté un petit peu le produit. Finalement, il n'a pas trop changé. Et ensuite, on l'a mis sur Ulule, qui est un concurrent de Kickstarter, qui est une plateforme française. Et notre objectif, c'était de récolter 5 000 € pour pouvoir payer tout. Alors, faut savoir que c'était un produit, une partie du produit était fabriquée en usine en Vendée. Encore une fois, on est toujours dans le Made in France. Nous, c'est très important pour la Fée Corsetée. Et l'autre partie du produit était fabriquée par la Fée elle-même. Et donc, on avait besoin de 5 000 € pour être tranquille, pour se dire, on paye les fournisseurs, on paye le tissu, et après, c'est que du bonus. Et on a levé 10 000 € en 20 jours, quoi. Voilà, donc ça c'est génial. Je te donnerai un autre exemple. J'ai un de mes amis en fait qui a lancé, qui voulait lancer en fait un bouquin papier. Il voulait lancer un bouquin papier. Je l'ai fait moi aussi. Et donc, il se disait, bon, est-ce que ça va marcher ou pas, etc., etc. Difficile, hein. Et c'était un moyen de faire le buzz. Donc, en fait, ce qu'il a fait, je crois qu'il a utilisé Octopus. C'est une autre plateforme de crowdfunding. Ouais. Et donc, en fait, il a mobilisé sa communauté. Et un petit peu au-delà, il allait voir pas mal de gens en disant, voilà, je lance un bouquin sur tel sujet, aidez-moi à le financer, 1 000 €. Mais c'était surtout pour faire la pub. C'était pas forcément pour le financer. Parce que c'est ça qui est génial avec le crowdfunding, c'est que ça crée une communauté encore plus puissante autour de vous. Et donc, c'est le meilleur moyen de communication possible parce que vous avez des vrais fans, quoi. Et l'astuce qu'il avait trouvée, c'est de dire, je vous offre des bonus. Et surtout, il offrait des bonus pour les gens qui payaient un certain montant. Ils avaient par exemple un e-book gratuit, vous avez ceci, vous avez cela. C'était pas forcément quelque chose qui lui coûtait de l'argent, mais c'est quelque chose en fait quelque chose qui donnait envie, qui donnait de la valeur. De la valeur. Il n'y a pas besoin de donner des 100 et des 1000. Je me rappelle sur la campagne de crowdfunding de ma compagne, on avait offert des trucs. Déjà il y avait un prix pour le sac, donc tu pouvais acheter le sac directement, tu pouvais acheter des accessoires autour du sac. Bref, il n'y avait rien d'extraordinaire. Si on avait créé un tote bag, je ne sais pas si tu sais ce que c'est les tote bags, c'est des petits sacs en lin aussi d'ailleurs. On avait pris ça parce qu'on ne voulait pas du plastique évidemment, ça n'avait pas de sens. Petit instant, alors il y a Caroline qui nous dit top ce live, merci Caroline, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. C'est Norman du business. Caroline, n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu fais comme business et si tu as des questions autour de ce live, tu les poses maintenant. Non, Rémi, il n'est pas célibataire, on l'a vu tout à l'heure. Il nous l'a dit. La Fée Corsetée, c'est madame. La Fée Corsetée, c'est madame. C'est très important et on va fêter nos 13 ans cette année, il faut le savoir. Wow. Ça commence à être pas mal. Donc oui, on était parlé du business plan, oui, non. Comme je disais, ça dépend vraiment. Si vous voulez lever des fonds, ça va être très difficile de pas en avoir un. Alors, pas forcément le business plan traditionnel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut avoir un business plan différent, mais je pense qu'il faut avoir un support, il faut avoir quelque chose qui présente ce que vous faites, sinon ça va être compliqué. Puis déjà, ça te permet, moi j'ai créé donc un magazine avec un de mes amis c'était en 2008 je crois, et donc en fait on avait créé en fait c'était un magazine papier sur les logiciels et sur les smartphones et tout ça, et c'est vrai qu'on a fait un business plan sur Excel, et c'est vrai que ça m'a pris on va dire 2 heures pour poser les idées. Et déjà, ça nous a fait un petit peu réfléchir sur le prix, le machin, etc. C'est très important. En fait, c'est ça ce que je voulais rebondir. C'est super que tu parles de ça.
le business plan, je pense qu'au-delà du fait qu'il soit peut-être inutile dans certains cas, il est très utile pour votre cerveau, pour mettre en surtout, tu penses en pas à image tout parfois. ouais, Et c'est vrai qu'on était à deux, on était vraiment, c'est moi qui étais avec Excel, j'ai pas fait un truc très compliqué parce que généralement les banques, elles acceptent plus ou moins si t'as un truc qui a l'air un peu sérieux, carré, quoi. Et sérieux, puis bon, c'était voilà. un magazine, on avait les coûts et tout ça. Mais ça nous permet de dire, tiens, on a oublié ceci, on a oublié cela. Puis on s'était dit, OK, avec l'argent qu'on va mettre au départ, on a de quoi tenir combien de temps? Et on a estimé qu'on se disait, voilà, on se donne 6 mois, 8 mois. Et on se dit, au bout de 6 mois, 8 mois, il faut qu'on ait des revenus. Et donc, comme ça nous a permis, on a fait quand même qu'une dizaine de numéros, je crois que c'était 10, 12. Parce que c'était à l'époque, c'était tout le début des smartphones. Ah oui. Mais donc, c'était important de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait, go, no go? Et c'était vraiment... c'est En tout important. cas, ça devait être une belle expérience, de toute façon. Mais donc, pour en revenir à ça, c'est que le business plan, pour moi, c'est vrai que, comme tu le dis, ça devient un bon moment de réflexion. Mais maintenant aussi, ça va permettre de réfléchir à ton business model. Moi, j'aime beaucoup le business Canva avec le one page business Alors attends, plan. peut-être qu'on a perdu des gens là. Le business model, c'est-à-dire Moi, je sais ce comment que c'est, comment mais tu peut-être vas que- vendre en fait tes produits. Voilà. C'est-à-dire Le que business t'es model, plus- c'est voilà, qu'est-ce qui va vous faire gagner de l'argent, comment vous allez gagner de l'argent aujourd'hui, est-ce que c'est par la prestation de services, de la vente de produits, et comment vous allez créer tout ça autour. Et le business canvas, c'est un système, une sorte de tableau en fait de 9 cases, je crois, de mémoire. un qui peu comme vous un aide. Monopoly ou un jeu C'est de joie, ça. mais bon, il y a moins de cases. Et vous remplissez les cases, c'est super simple, hein, c'est vraiment sur une feuille de papier, vous pouvez les télécharger facilement gratuitement sur Bon, tu internet. mettras peut-être le lien dans On le... mettra peut-être le lien plus tard, là je peux pas le faire sur Bon, l'iPad, désolé. Tu pourrais taper sur Google. Business Canvas en français, vous tapez, donc Canvas C-A-N-V-A-S. Et c'est génial ce tableau parce que justement ça permet de bien cadrer tes idées et de pas partir n'importe où, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une grosse tendance business actuellement, c'est le visuel. Exact. Autant en fait, les gens acceptaient un produit qui soit pas hyper design, qui soit pas hyper joli. De moins en moins. Ouais, honnêtement, maintenant, il faut soigner le design, il faut soigner le look et quelque chose qui soit hyper visuel. Moi, je le dis toujours quand on fait en fait nous chaque mois, à chaque sortie de produit une version, j'exige d'avoir une fonction visuelle parce que c'est pas bien d'avoir juste dire ouais on fait Juste ci, on la fait ça. fonctionnalité. Voilà, il faut que les gens voient quelque chose. Exact. Et c'est ce qui te permettra de faire vraiment la différence, c'est dire ok, voilà, telle nouveauté c'est ça. Et il faut que ça soit quelque chose qui soit visuel. Et quand je fais une nouveauté, moi je pense tout le temps à les clients existants, les prospects, ça peut être les influenceurs, les journalistes ou la loi, etc. Donc moi je sors un produit, à chaque fois j'ai une grille et je dis il y a telle fonction. Et donc ça c'est pour le new business, ça c'est pour faire de l'upsell, ça c'est pour faire donc, pour les les pouces. clients, etc., etc. Donc ça, quand vous faites une sortie de produit pour n'importe quel produit, c'est valable parce que vous avez le légal, vous avez des choses comme ça. Vous Exact. faites votre petite grille, vous mettez des points et vous dites ok, enfin au moins des croix et vous dites voilà ça, ça, ça. Et après, si vous êtes dans une boîte un peu importante, moi c'est ce que je faisais, je mettais en fait un système de points, c'est-à-dire que tout le monde votait une fois, deux fois, et puis après ça te permettait de distinguer ok qu'est-ce qui est bien. Et puis après bien sûr tu as le fait du roi, tu dois faire des choses stratégiques parce que si tu fais uniquement le consensus, tu arriveras que des trucs merdiques. Enfin pas merdiques mais ça sera un truc Oui, moyen. qui seront moyen, un peu. C'est peu comme un moyen. brainstorming. Si tu fais un brainstorming pour trouver un nom, si tu dis bah tiens, on va se retrouver à 5 personnes, on va se faire 1 heure, on va se faire un brainstorm pour trouver le nom de ma boîte, ça va être merdique parce qu'en fait Tout le monde va vouloir que son idée soit mise en avant, peut-être. en fait la créativité, tu l'as pas en groupe. La créativité, c'est quelque chose qui est individuel. C'est-à-dire que Ah ouais. moi toutes les séances de brainstorming que j'ai faites, je demande systématiquement à tout le monde de bosser 1 heure ou une demi-heure minimum là de leur côté parce qu'en fait quand tu es en fait, pour avoir de la créativité, il ne faut pas utiliser ton cerveau, rationnel, il faut utiliser le cerveau créatif. C'est ça. Et celui-là, en fait, Et tu risques d'être un peu trop mouton Voilà. si jamais tu es en T'es dans le brainstorming, quotidien, quoi. D'accord, tu dis ouais, généralement au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, les gens sont un peu coincés. Donc ce qu'il faut faire, c'est se dire ok, tu bosses pendant 1 heure de ton côté. Moi, c'est ce que je faisais toujours. Alors j'utilise dictionnaire des synonymes, les mots qui finissent par telle syllabe, qui débutent par telle syllabe, les analogies avec avec par exemple l'histoire, etc., etc. Donc Word, tu utilises Word ou n'importe quel traitement de texte pour trouver les synonymes. Ouais, il y a pas mal de Et solutions tu arrives à trouver possibles. des noms, tu cherches sur Google, tu cherches sur Amazon. Il y a un outil que je pourrais vous partager aussi qui est génial, que j'ai découvert il y a quelques jours, mais j'ai plus le nom en tête, mais je vous le mettrai en commentaire. C'est tu tapes justement des idées de noms et lui il va aller te faire des recherches, mais sur les noms de domaine, mais pas que les noms de domaine, également sur est-ce qu'il y a déjà des trucs comparables existants dans les différents pays. Je trouvais ça assez génial et assez novateur. Par contre, bon, il y a une version gratuite qui est un peu limitée.
Et après, la version payante est un peu plus supérieure. Mais ça peut être très intéressant pour faire Donc ce le genre de test. brainstorm, ouais, de votre côté, une fois que vous avez bossé une petite heure, simplement vous pouvez vous mettre à plusieurs dans une salle et à ce moment-là chacun vient avec ses idées. Exact. Et généralement tu notes les idées sur un post-it, tu les mets tac 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 et tu les regroupes en fait par idée et tu mets les gens auront les mêmes idées, tu mets en même temps les notes et après tu notes et D'accord. après tu refais une autre session. Mais Très intéressant. c'est comme ça en fait que ça marche. On va prendre une question. Merci Jonathan Montellini. J'avais créé un business plan pour l'ouverture d'un petit magasin de textiles de marque en 2013, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. En même temps, c'était en saisonnier, donc ça a pu changer on voit pas la suite. Attendez, hop. Ça, c'est un peu embêtant. C'était en saisonnier, donc ça a pu changer le prévisionnel. Bref, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai appris beaucoup de choses et je ne referai plus les mêmes erreurs. C'est ça, Jonathan. En fait, ce que je dis souvent, c'est que, d'ailleurs, j'ai lu un livre passionnant là-dessus. Il y a un Américain très connu qui a écrit un livre qui s'appelle The Billionaire Effect. Il est allé il est allé poser des questions à 100 personnes qui se sont faites toutes seules aux États-Unis, c'est-à-dire qui sont partis de quasiment zéro, qui sont devenus milliardaires et qui ont fait de très gros business. Et il a essayé de comprendre quels étaient les points communs entre ces personnes. Et il y a deux choses principales qui sont ressorties, il y en avait d'autres, mais ces deux-là étaient très intéressantes. La première, c'est que absolument tous, avaient eu un premier échec entrepreneurial avant de réussir, donc peut-être comme toi, Jonathan. Et la deuxième, c'est qu'ils avaient tous ou presque eu une expérience de la vente avant 30 ans. J'ai trouvé ça très intéressant, ça m'a fait réfléchir beaucoup et je me suis dit en plus c'est génial parce que j'ai vécu les deux. Donc peut-être que j'ai une chance de devenir un jour un billionnaire. Mais je pense que si tu veux être billionnaire, il faut avoir un business scalable. C'est-à-dire que vendre des bouquins, etc., ça va être compliqué parce que personnellement, j'ai pas spécialement envie d'être milliardaire, pas entre nous. Je vois que moi le domaine entre guillemets de l'infopreneur, comme on dit, est un domaine qui devient de plus en plus dur parce qu'en fait il y a beaucoup plus de gens qui se mettent dessus, la qualité des produits s'améliore et donc en fait, ça dépend les secteurs. Ça dépend. Hein. Ouais. Mais bon, de manière générale, il y a quand même beaucoup plus de choix qu'auparavant. Pour se distinguer, maintenant il faut être super créatif. Quand j'ai sorti mon dernier produit, tu vois, ça s'appelait Trafic Commando. J'ai fait un truc où je me dis merde, il faut que j'essaye de faire quelque chose d'un petit peu innovant. Et donc j'ai essayé de travailler sur le nom, donc Trafic Commando, avec un concept sur un mois, avec des looks un petit peu militaires, etc., etc. Donc c'était vraiment un concept. Faut travailler plus sur. Je vais pas sortir juste un bouquin ou une formation, un machin. Ouais, pas un truc classique quoi. J'essaye de travailler vraiment sur un concept global. Et maintenant, quand je sors en fait un produit, une formation, n'importe quoi, à chaque fois j'ai une feuille où je me dis bah tiens, il y a le concept, quelle est l'idée, pourquoi les gens vont l'acheter, blablabla. Il faut réfléchir vraiment à ça. Tu te poses vraiment les bonnes questions. Il faut penser à la stratégie d'abord et se dire comment je vais pouvoir me différencier des autres. Moi c'est super simple, regarde, pour me différencier, je me suis pas embêté en fait. Le gimmick. Je porte juste un chapeau, c'est super simple. Mais c'est vrai qu'il faut être reconnaissable et se dire quelle est entre guillemets ma différenciation par rapport aux autres, mon unique selling proposition, en quoi je suis différent, pourquoi il faut m'acheter moi plutôt que les autres. Je te dirai un truc après qui peut être super intéressant. Et une différenciation au niveau graphique. Ça peut être par exemple, tu peux avoir un look plutôt fun, tu peux avoir un look plutôt sérieux. Différent. Voilà, il faut trouver un changer truc. Vous êtes dans un domaine, s'il est très sérieux, faire l'inverse. S'il est très fun, faire très sérieux. Ça c'est la disruption pour les grandes marques. Voilà, tout à fait. Et il y a un truc incroyable que je sais pas si tu l'as vu passer, le mec en plus qui a créé ça fait une pub Facebook mais de manière très agressive, donc ça on le voit souvent passer, je sais pas si tu l'as vu passer. Un mec qui a inventé un matelas, mais il explique dans sa publicité, il dit nous on ne fait qu'un seul matelas, mais c'est juste le meilleur. Ah oui, quand il gonfle le truc, oui. Et c'est là que tu vois que c'est malin. C'est malin parce que effectivement tu cliques sur ce lien, tu arrives sur une page qui te présente, qui te montre à quel point ce matelas est unique, meilleur que les autres, et ce qui est génial, c'est que du coup, il a que celui-là à fabriquer, parce que voilà, c'est son produit, personne ne pourra lui prendre, parce qu'il a des brevets, etc. dessus. Et du coup, son site, il n'y a que ce produit-là spécifique, c'est tout, il ne vend rien d'autre. Et le mec est en train de faire un carton, il s'est pas pris la tête à se dire, oh là là, je vais créer, alors, c'est aussi une stratégie de dire, je vais vendre tous les matelas du monde. Hein. Après, en fait, je te dirais, en fait, tu as un cycle. Peu de gens le savent, mais en fait, tu as un cycle pour tous les produits. C'est-à-dire que là, son produit à lui, ce qui se passe, c'est qu'il va être nouveau sur le secteur, et donc il va être unique et personne, il aura un brevet, etc. Après, il y arrivera en fait des personnes qui auront un produit un peu similaire, qui vont prendre un peu le principe, et à ce moment-là, il sera obligé de faire la technique de la différenciation, c'est-à-dire qu'il va créer un matelas un peu plus grand, un peu plus petit, un peu en couleur, blablabla.
Ensuite, après, généralement, tu arrives sur un marché qui commence à être saturé et en fait, tu offres plutôt du bouquet de services. C'est-à-dire que tu fais plein d'options. Le matelas avec en plus, je sais pas, le truc gonflable, un machin, etc. En Et fait, je me fais tailler dans les commentaires en rigolant. Hein. Merci Jonathan, il me dit arrête un peu avec ton chapeau, après tu te plains que tu perds tes cheveux. mais, Pardon. tu rigoles, mais hier soir, j'étais avec un de mes amis qui est un gros dragueur aussi, et il disait, Moi je suis pas un gros dragueur. mais lui c'était un gros dragueur. Et en fait, son chapeau, je lui dis merde, t'as pas ton chapeau? Il me dit ouais, ça fait perdre un peu les cheveux parce qu'il perdait aussi un peu les cheveux. Mais il me disait ouais, ça marche moins bien avec les filles maintenant parce qu'il disait mon chapeau, c'était mon gimmick, c'est qui me différenciait des autres, et c'est comme ça en fait que j'arrivais à draguer les filles parce que il faisait comme ça un peu la Michael Jackson, c'était un petit peu un fan. Et donc en fait, tu sais, il prenait son chapeau et puis il le mettait sur la tête des filles, et il disait waouh, c'est sympa, machin. Ah oui, d'accord. Ouais, et puis il disait ouais, t'es vachement jolie avec le chapeau. Bref, c'était son truc à lui. Incroyable, incroyable. Donc, faut se Excusez-nous, différencier. excusez-nous pour les digressions, mais c'est vrai. En fait, il y a. Si tu es célibataire, utilise cette C'est marrant ce que tu technique. dis parce que tu vois, c'est aussi un conseil que j'aurais aimé recevoir quand j'ai démarré. Parce que quand tu démarres, je me rappelle, enfin, je sais pas si ça a été ton cas, mais les premières entreprises que j'ai pu faire, j'ai voulu faire ce que faisaient les autres en fait, parce que ça me rassurait d'une certaine manière. Bah oui, parce que c'est simple, on se dit, ben eux ça marche, moi ça va marcher. Donc ça va marcher, mais c'est faux, c'est totalement faux. Et en réalité, si vous regardez bien, je pense que s'il y a qu'une chose à retenir dans l'entrepreneuriat, si vous voulez réussir, c'est d'être différent en fait. Je pense que c'est vraiment le point central. Bah, il y a une bonne technique, c'est ce que j'appelle moi en fait le judo marketing. Le judo marketing. Le judo marketing en fait, c'est On va simple. déposer le nom là tout de suite. Judomarketing.com. En fait, le judo marketing, c'est vraiment simple. C'est quand tu es dans un secteur d'activité où les gens sont ramassés vraiment un max d'échecs. Je te dirais, par exemple, le domaine de la drague, le domaine des régimes. Moi, dans le domaine des logiciels, il y a certains. Ah, tu parles des clients finaux qui ont eu des beaucoup clients, d'échecs. ouais. D'accord. Et en fait, ils ont plus confiance dans la méthode ou dans le produit ou dans le machin. Et en eux-mêmes surtout. Ouais. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un discours, ce que j'appelle le judo marketing, en disant ouais, je comprends, ça a jamais marché parce que ceci, cela. Et il faut dire oui, vous avez essayé le régime, on comprend, vous avez essayé, puis vous avez repris juste après derrière. Et là, il faut dire moi, je vous apporte quelque chose d'autre et proposer un truc qui va être différent, en disant voilà, mon truc, c'est pas. Il faut que ce soit différent. Il faut que ce soit évidemment, différent. faut pas que ce soit Par exemple, vous pouvez maigrir en mangeant que du chocolat, ou vous pouvez maigrir en mangeant que de la viande. ça titille la curiosité déjà. Eh On se dit, oui, mais oui. qu'est-ce qu'il me Bon, raconte après, bien celui-là sûr, faut raconter, faut que ça Faut soit expliquer, crédible. oui, faut Mais en fait, faut prendre un contre-pied en disant voilà, un peu comme une prise de judo, où tu dis voilà, ok, tiens, hop, schlack, je te fais traverser et je te vends après mon produit. C'est se dire voilà, je comprends pourquoi il faut aller à contre-pied. Et il y a une autre technique qui est très très bonne, c'est la technique de l'océan bleu. Ah oui. Je vous invite à lire ce livre. ouais. Je crois qu'il a été traduit en français. il me Ah semble. oui, c'est Kim, je sais pas quoi. Je sais plus Kim son nom. La Chan, stratégie de l'océan bleu. Ouais. Ouais. Je crois que c'est deux Suisses. Je crois que c'est une Suisse et c'est Kim Osborne, je sais pas, enfin un truc comme ça. Et en fait, j'ai eu le plaisir d'être formé sur cette méthode avec génial. François Casals, C'est qui une très belle- est très un belle- très bon stratégiste. Bon, ses tarifs sont un peu élevés, mais Là, il est en train de vous donner ce que lui a offert gratuitement en live maintenant. C'est ouais, génial. mais c'est vrai que c'est une bonne technique. En fait, c'est les techniques de différenciation sur le marché. C'est-à-dire que tu as ce qu'on appelle le canevas stratégique. Alors, c'est pas le même canevas que le business plan. Le business canvas qu'on a vu tout à voilà. l'heure. Le canevas Ça stratégique. s'applique à tout type d'entreprise. Toute une entreprise. Par exemple, en fait, c'est simple. Le canevas stratégique, c'est se dire, voilà, sur un marché, actuellement, même dans tous les marchés, il y a en fait à peu près 7 à 8 critères de choix pour un produit. Par exemple, pour un téléphone, tu vas dire Le prix, le prix, le design. alors, le design, l'abonnement si tu Les es abonné, les fonctionnalités. fonctionnalités, etc., etc. D'accord. Donc en fait, tu prends un petit fichier Excel et tu fais le canevas du marché. Et tu dis, voilà, pour acheter, on va prendre plutôt le truc aérien parce que Ouais, c'est ou même la téléphonie. Bon, c'est un exemple qui est extrêmement simple. C'est-à-dire qu'au début, quand tu achetais un abonnement téléphonique, tu avais le prix de l'abonnement, tu avais par exemple les heures, le forfait, Le le nombre nombre d'heures, etc., etc. Le nombre de SMS. Voilà le nombre de SMS. Et donc, en fait, tu vois que généralement, tu as 3 courbes. Tu as la courbe du bas avec le low cost, où par exemple, tu avais la poste mobile, où tu n'avais pas de téléphone, et tu avais un forfait à 20 € et tu avais ceci, cela. Ensuite, tu as le milieu de gamme, c'est les gens qui essayent de faire entre le milieu de gamme et le haut de gamme. Généralement, il faut jamais faire ça. Il faut jamais faire le milieu de gamme. Il faut toujours choisir soit le low cost et faire un volume de malade, soit plutôt choisir le prix le plus élevé. Et généralement, si on lance dans une entreprise, il faut jamais choisir de faire du low cost. Faut toujours choisir de faire cher parce que tu auras peu de clients au départ, il faut donc maximiser la valeur. Donc ça c'est Sauf si tu es vraiment sur un marché où tu veux attaquer très très fort sur les prix et révolutionner un marché qui est peut-être Ouais. cher, ça peut arriver. C'est Mais possible, des mais cas très particuliers. en business premium. On est En bien, business on est premium, c'est possible.
Et donc le haut de gamme, en fait, là-haut, en fait, bah, t'es Orange, t'as la garantie, t'as une boutique physique, t'as C'est ceci, ça, t'as t'as cela. tous les services. Et là, c'est vraiment, Mais c'est beaucoup plus cher. tu vois, dans tous les domaines d'activité, si vous vous dites, voilà. Oui,